Madame la ministre, chers amis, chère Agnès Buzyn, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous sommes heureux pour plein de raisons. D'abord parce que vous êtes une collègue méritante, une grande scientifique. Nous vous avons connu à la PHP, nous vous avons connu à la HAS. Nous savons combien vous avez lutté contre les addictions et nous savons combien les résultats que nous avons eu l'occasion de connaître, pas plus tard qu'il y a une semaine, sur le tabac et autres, sont le fait de votre action. Et vous avez la parole tout de suite, Madame la Ministre. Monsieur le fondateur, le coordonnateur du congrès de l'Albatros, cher professeur Amine Benyamina, nous nous connaissons peu, mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Mesdames et messieurs membres du comité scientifique, mesdames et messieurs les professionnels de santé, chers collègues, mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, je vais citer un poème de Charles Baudelaire. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est l'Albatros de Baudelaire. J'avais envie de le citer, pas tant pour ce nom que vous avez en commun, mais pour l'évocation du brûle-gueule. Illustration, s'il en est, du drame humain qui est l'addiction, et pour l'évocation de la stigmatisation partagée du poète et de l'usager de drogue. C'est pour enrayer ce drame humain que, dans le cadre du Plan national de santé publique, la prévention des addictions a trouvé sa place. Nous avons voulu traiter ce sujet de façon volontariste, et je remercie Monsieur le Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, pour son input, comme disaient les Anglais, dans le sujet de la prévention des addictions. Cela commence par favoriser les bons choix, par une meilleure information et un meilleur accompagnement des jeunes face aux conduites à risque. En parallèle, il est important aussi d'agir sur tous les leviers. Agir sur la fiscalité, ce que j'ai fait par exemple en portant progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 €. Il est également important de mettre en place des dispositifs d'observation et d'évaluation. C'est ce que vous évoquiez, Monsieur Benyamina, en parlant de l'aspect rationnel et scientifique de votre discipline. Je pense que c'est important. Enfin, je le redis, mieux protéger les mineurs, c'est le cœur de notre action. Et pour ce faire, nous devons favoriser les bons choix par notamment une école davantage promotrice de santé, ce à quoi je travaille ardemment avec Jean-Michel Blanquer. Nous travaillons notamment au développement des compétences psychosociales dès l'âge scolaire, aux actions d'information et de sensibilisation en milieu scolaire, notamment par les pairs, ce qu'on appelle les ambassadeurs de santé. Nous travaillons également au déploiement, vous l'avez entendu certainement, du service sanitaire. Ce service sanitaire, c'est pour tous les étudiants en santé. L'idée est de former une nouvelle génération de professionnels de santé formés à l'éducation à la santé, rompus à la pratique de la prévention et qui vont intervenir chaque année en milieu scolaire. Par ailleurs, j'ai également souhaité qu'un accompagnement spécialisé soit systématiquement proposé aux jeunes lorsqu'ils passent aux urgences pour cause d'alcoolisation massive. Nous avons également prévu un renforcement de l'intervention des consultations jeunes consommateurs sur le territoire, et ce aussi de façon mobile au plus près des publics concernés. Pardon. Merci beaucoup, je suis désolée. Enfin, nous avons élargi l'offre de services d'aide à l'arrêt du tabac, vous le savez, en mobilisant un certain nombre de dispositifs compétents. Je pense en particulier à la compétence des services de santé universitaires, mais aussi grâce au remboursement des substituts nicotiniques qui, je pense, vont trouver très rapidement leur public. Je voudrais maintenant insister sur les niveaux de consommation des produits psychoactifs dans notre pays. Je sais que c'est une de vos préoccupations majeures, c'en est une aussi pour moi.
Nous savons qu'ils sont globalement supérieurs à la moyenne des autres pays européens, en particulier chez les jeunes. La moitié des jeunes de 17 ans interrogés ont connu une alcoolisation ponctuelle massive au cours du mois qui précède. Et près de 4 adolescents sur 10 ont déjà fumé du cannabis. Or, c'est une période de la vie où la consommation peut causer de lourds dommages, nous le savons, que ce soit des troubles du comportement, des troubles de l'apprentissage, des troubles de la socialisation, voire des accidents mortels. Je pense notamment aux cocktails à base de produits codéinés qui ont causé des drames. Vous le savez, l'année dernière, j'ai pris la décision de placer la codéine sous prescription médicale, sous prescription obligatoire. Je l'ai fait rapidement en raison des 2 décès d'adolescents. J'ai souhaité en réduire son accessibilité, mais je sais évidemment que ça ne suffira pas, qu'il y a un risque de transfert vers d'autres substances et qu'il nous faut donc toujours mieux sensibiliser, mieux prévenir et garder une vigilance constante. Alors il est clair que plus une dépendance se déclare tôt, plus il est difficile de s'en défaire, nous le savons tous. Le docteur Geneviève Lafay le dit très bien, je la cite, « Dans les addictions, le but est d'intervenir le plus tôt possible lorsqu'on voit des sujets à risque et de les prendre en charge de la façon la plus adaptée possible en fonction de leur terrain. Il est donc primordial de renforcer la prévention précoce et l'intervention précoce. » Au-delà des actions au plus près de ces jeunes, ce sont tous les enjeux actuels pour la santé des usagers de drogue que vous avez mis au cœur de vos échanges. Si notre dispositif de prise en charge des addictions a fortement évolué au cours des dernières années, il reste indispensable que nos modèles de prise en charge et d'accompagnement créent toujours plus de proximité, y compris dans les zones rurales et dans les zones semi-rurales qui sont souvent abandonnées des politiques publiques. Et pour ce faire, ces dispositifs doivent s'appuyer davantage sur les consultations avancées, des dispositifs mobiles, dans une logique d'aller vers les usagers. Parvenir à une prise en charge la plus précoce possible, c'est aussi permettre de diminuer les dommages causés par les usages problématiques. Et c'est pourquoi nous devons poursuivre notre politique de réduction des risques et des dommages, et je pense en particulier à ceux qui s'injectent. La mise à disposition de matériel stérile a été un progrès majeur. Il date du début des années 80. Cela constitue toujours l'un des moyens d'action les plus efficaces pour éviter les contaminations par le VHC et le VIH. Cette mise à disposition assure également un lien entre les usagers de drogue et les professionnels du soin et du médico-social. Cette étape, ce lien, marque souvent le premier pas pour les accompagner vers des traitements de substitution ou vers le sevrage, et surtout pour les encourager à se faire dépister. C'est aussi le premier pas vers une démarche de soins somatiques ou psychologiques et pour bénéficier d'un accompagnement social. Mais vous le savez tous, les produits consommés, les modalités de consommation et les profils des usagers évoluent régulièrement. Nous nous devons donc de rester collectivement attentifs à ces évolutions afin de développer des dispositions de prise en charge qui soient en lien et en prise avec les réalités sociales, qui soient capables de répondre aux besoins du moment. Dans cette optique, plusieurs ARS ont mis en place un programme de RDRD, réduction des risques et des dommages. C'est un programme à distance permettant d'atteindre des personnes jusque-là non prises en charge dans les structures existantes. Et c'est dans cette optique que la France est devenue le 10e pays à ouvrir des salles de consommation à moindre risque. Les 2 salles expérimentales, à Paris et à Strasbourg, semblent avoir déjà, 1 an après leur ouverture, des résultats très positifs, mais ces projets, par leur nature, nécessitent un soutien et une vigilance continue. J'attends la première évaluation qui me sera rendue en 2019. L'innovation en la matière passe aussi par les nouveaux produits devant répondre efficacement au risque de surdosage. Agir dans l'attente des secours médicaux et sauver des vies est dorénavant possible grâce, vous le savez évidemment, à l'analoxone. Depuis cette année, ce médicament est accessible aux usagers à risque de surdose, dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, dans les services hospitaliers d'addictologie et dans les unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Il nous faudra poursuivre cette diffusion, mais aussi
poursuivre la formation des professionnels et des intervenants, une formation que je veux la plus large possible. Par ailleurs, parce que la première addiction est celle du tabac, et parce que vous connaissez mon combat, je rappellerai quelques chiffres et données essentiels. Le tabac tue chaque jour 200 personnes. C'est la première cause de cancer, deuxième cause de maladie cardiovasculaire. Et c'est pourquoi le gouvernement s'engagera dans un deuxième plan national de lutte contre le tabac. Ainsi, passer du forfait d'aide au sevrage de 150 € par an et par assuré à un remboursement classique de droit commun permettra d'harmoniser les prix des produits de substitution et de réduire les inégalités d'accès au traitement. Nous intensifierons également l'opération Moi sans tabac, qui a permis à des centaines de milliers de fumeurs d'essayer d'arrêter. Vous avez aussi évoqué au cours de ces 2 jours des sujets sur lesquels je souhaiterais dire quelques mots. Notamment, vous le savez, j'ai souhaité faire de l'élimination de l'hépatite C une priorité. Et ces dernières années, l'arrivée des tests d'orientation rapide et diagnostic, du FibroScan pour le suivi des fibroses et de médicaments antiviraux à action directe bien tolérée ont rendu possible une telle perspective. Et nous le savons, une partie de la réponse pour éliminer le VHC en France passe par des réponses adaptées et volontaristes en direction des usagers de drogue. Votre rôle est donc primordial. Il est en effet nécessaire de développer des modalités de prise en charge intégrées permettant de faciliter l'accès des usagers diagnostiqués porteurs d'une infection par le VHC aux différentes compétences nécessaires, addictologie, hépatologie, psychiatrie, réduction des risques, sociale, éviter les ruptures du parcours de soins et favoriser l'accompagnement après la guérison pour prévenir les recontaminations. Enfin, parce que vous vous êtes intéressé à la santé mentale au cours de ces journées, je veux vous dire ma détermination en la matière. J'ai décidé d'assurer personnellement la présidence d'une instance nationale, le comité stratégique de psychiatrie et de santé mentale. Je réunirai ce comité 1 fois par an pour faire le point sur l'ensemble des actions engagées. Dans 20 jours, c'est-à-dire le 28 juin prochain, se tiendra la première réunion, à partir de laquelle je déclinerai la feuille de route opérationnelle pour renforcer la psychiatrie et la prise en charge en santé mentale dans notre pays. Ce plan d'action devra changer le regard porté sur ces maladies, sur ces troubles psychiques et sur nos patients, trop souvent stigmatisés. Il s'agira donc de porter une vision positive de la santé mentale. La psychiatrie ne sera plus le parent pauvre, soyez-en assurés. Mesdames et messieurs, la prévention des addictions et l'accompagnement des usagers ne doivent pas avoir pour finalité de créer l'être parfait, l'être sans faille, sans transgression, ni même ses questionnements. Notre but doit être de permettre de faire des choix éclairés et non des choix contraints. Pardonnez-moi l'oxymore, contraints par une détresse, une souffrance ou un environnement. Notre but doit être d'accompagner avec bienveillance, d'aider sans moraliser ni stigmatiser. Je tiens donc, dans cette optique et ce but, je pense, qui est commun, je tiens à vous remercier pour votre engagement au quotidien en faveur de l'accompagnement, en faveur de la guérison et plus encore en faveur de la prévention dont j'ai fait l'axe premier, l'axe prioritaire de ma politique. Pour venir à bout de ce fléau des addictions qui rend l'humain dépendant, esclave de ce qui le tue, je suis déterminée et je sais que je peux compter sur vous et sur votre engagement. Je vous remercie.